Alors Edouard Husson, sur les réponses que les institutions de l'Union européenne ont apportées à cette crise du Covid. Donc tu es ministre des Affaires européennes du Gouv, donc tu es historien, docteur en histoire après un passage par l'École normale supérieure et spécialiste de l'Allemagne. Tu as été président de l'ESCP Europe, dirigeant d'université, chercheur à Munich et à Washington, et tu es aujourd'hui directeur de l'Institut franco-allemand des études européennes et président de la Fondation Robert de Sorbonne. Et tu es auteur d'ouvrages sur l'histoire de l'Europe et les relations internationales. Est-ce que tu peux nous résumer la philosophie de ta feuille de route et ensuite nous dire ce que tu sais de la réaction des institutions de Bruxelles à la crise du Covid? Bien, oui, mais merci effectivement. Alors, pour résumer la feuille de route, et je crois qu'on y reviendra tout à l'heure aussi sur la question de la compatibilité des politiques proposées par le Gouv avec les traités européens. Je crois qu'il y a quatre étapes essentielles. C'est celles que je vais aller très vite, que j'ai proposées dans la feuille de route qui peuvent se dérouler sur des semestres ou équivalents. En ayant en ligne de mire la prochaine élection présidentielle, puisque je pense que ça peut être l'occasion d'un débat véritablement fructueux sur l'avenir de la France dans l'Union européenne. La première phase, je crois, celle que j'ai proposée, on y reviendra tout à l'heure avec cette question de la compatibilité des politiques proposées par le Gouv avec les traités, c'est d'abord d'expliquer les rouages de l'Union européenne aux Français et peut-être aussi à notre classe politique, parce que certains autour de cette table savent que l'absentéisme est élevé pour les députés européens. Il y a d'une manière générale une très grande difficulté des Français aujourd'hui à se placer dans les institutions européennes. C'est absolument dramatique, en particulier lors de l'étape récente avec l'arrivée d'une nouvelle commission. On a vu à nouveau les Français incapables de se placer au poste de directeur de cabinet ou aux grandes directions. Donc ça, je crois que c'est absolument essentiel et c'est quelque chose qui vient aussi de, je dirais, peut-être qu'on rejoint la question des élites, des dirigeants dont parlait Claude Rochet, qui vient d'un déficit de formation, très clairement, d'un déficit de connaissances, d'un manque d'intérêt des journalistes pour les sujets. Donc, moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'il y ait une première phase qui nous mène jusqu'à la fin de cette année, dans laquelle le Gouv fasse un effort de pédagogie, d'information, pour faire comprendre. Et il y aura aussi, en mettant en valeur les politiques de chacun de vos ministères, il y aura aussi la possibilité de dire, ben voilà, nous, ce qu'on propose, c'est différent de ce que propose l'Union européenne actuellement à tant de pourcents. La deuxième phase, à partir du moment où on a fait un constat et où on connaît un petit peu mieux les rouages, ça pourrait nous occuper pendant la première moitié de l'année 2021, c'est de nous demander comment nous pouvons faire aboutir au moins certaines des politiques que nous préconisons. Alors, on pourrait dire, mais est-ce que finalement tout ça n'est pas absolument rédhibitoire? Et quand on verra tout à l'heure certains pourcentages, on verra que certains ministères, ce qu'ils proposent est vraiment antinomique complètement de ce qu'il y a dans les traités. Malgré tout, on l'a bien vu dans le débat britannique sur le Brexit, on le voit bien aussi dans un certain nombre de débats dans différents pays d'Europe. On ne peut pas, la politique du tout ou rien est difficile à faire comprendre et surtout elle ne permet pas de s'appuyer sur des réalités. Donc, est-ce qu'il y a des points sur lesquels nous pourrions faire aboutir certaines des politiques qui sont proposées par les ministres du Gouv et par le Gouv lui-même? La troisième phase, et je pense que ça nous mène jusqu'à la fin de l'année, c'est en fonction de la réussite ou pas de telle ou telle des mesures pour infléchir les institutions européennes, ou en tout cas les politiques européennes. On identifie à ce moment-là, progressivement, on voit se dégager la meilleure stratégie de défense des intérêts français. Je pense que c'est tout à fait fondamental d'avoir cette démarche évolutive. Et la quatrième phase, qui pourrait coïncider avec l'élection présidentielle, c'est celle où finalement, nous arrivons à déterminer ce que j'appellerais de manière provocatrice le pourcentage de Frexit que nous voulons.
Alors certains peut-être autour de cette table diront qu'ils le veulent à 100%, d'autres peut-être le veulent très peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comparons à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'était pas dans l'euro. Or, elle a eu beaucoup de mal à faire appliquer le résultat du référendum. Et je crois que nous devons avoir une véritable stratégie, nous devons choisir les terrains sur lesquels nous nous battons. Et puis, tout dépend des évolutions. Parce qu'on peut imaginer une crise européenne, une crise économique majeure. Et à ce moment-là, les cartes sont rebattues. Que se passera-t-il? Qui sera élu chancelier après Madame Merkel en septembre 2021? Donc je pense que, en nous rappelant les classiques de la stratégie et en écoutant ce que nous disait Claude Rochet tout à l'heure, une stratégie a priori serait malvenue. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il y aura, à l'occasion de l'élection présidentielle, à lancer définitivement le débat avec la dose de Frexit que nous souhaitons. Voilà en gros la feuille de route que je propose de suivre. Et bien sûr, elle sera en interaction permanente. Je dirais que je suis l'un des, un peu comme d'une manière différente de Claude, je suis l'un des généralistes de ce gouvernement, puisque j'ai à discuter avec chacun des ministères et de voir dans quelle mesure le ministère, les intérêts du domaine défendu sont effectivement portés à Bruxelles. D'accord. Et concernant le plan de relance européen, par exemple le Covid, le plan de relance. Le Covid, si vous voulez, premièrement, je pense qu'on a vu à cette occasion de facto l'inexistence de l'Union européenne dans certains secteurs. Et l'incapacité de l'Union européenne, finalement, en situation de crise, à véritablement amener quelque chose d'utile aux États membres qui la composent. Alors, il se trouve que la santé ne fait pas partie des domaines traités directement par l'Union. C'est du ressort des États nationaux. Mais globalement, ce qui a été très frappant, c'est que si on prend une question toute simple, qui était celle de savoir quoi faire avec ses frontières en cas d'épidémie, en cas de pandémie même, eh bien, ça a été en ordre tout à fait dispersé. Là, finalement, il n'y a plus de Schengen. Moi, je pense que c'est une leçon d'avenir extrêmement importante, parce qu'on a vu aussi bien les États d'Europe centrale que l'Allemagne, d'ailleurs, décider unilatéralement de la fermeture de leurs frontières. On a vu aussi un pays comme la France, d'abord en le disant, puis ensuite sans le dire, s'obstiner de façon totalement idéologique à ne pas contrôler les frontières. Jusqu'à la fin du confinement et même après, il n'y avait aucun contrôle. Enfin, ça n'est arrivé que très tôt au début de l'été, un contrôle dans les aéroports. Donc là, on a un vrai sujet, parce que là, on est sur le cœur, de ce qu'on nous raconte et de ce que, je crois, au contraire de ce que nous voudrions promouvoir. C'est à quoi ça sert l'Union européenne? D'un côté, si c'est simplement pour avoir des décisions globales de commande de médicaments, de commande de vaccins à l'avance, en achetant beaucoup de vaccins à l'avance à des laboratoires qui prévendent des vaccins dont on n'est même pas sûr de l'efficacité. Si c'est pour juste confirmer que la thérapie du Dr Raoult n'est pas valable, parce que le gouvernement français l'a dit, donc la Commission européenne le répète, et puis d'ailleurs ça correspond à des intérêts financiers ou à des croyances idéologiques puissantes, eh bien, à ce moment-là, à quoi ça sert? Alors, vous allez me dire le plan de relance. Mais si vous voulez, ce qui est frappant dans le plan de relance, c'est le jeu de rôle des différents pays. Parce qu'au fond, il faut se rappeler d'abord qu'on a eu, coïncident avec la crise du Covid, on a eu toute la polémique autour lancée par le tribunal constitutionnel de Karlsruhe concernant la proportionnalité de l'aide apportée par la BCE. Bon. En fait, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a considéré que la Bundesbank ne pouvait pas s'engager autant qu'elle le faisait et au sein de la BCE, donc elle devait éventuellement freiner la BCE dans sa politique de quantitative easing. Alors elle a sommé la BCE de rendre un avis. Donc ça, c'était à la fin du printemps. Début août, la BCE a répondu en se justifiant sur la question de la proportionnalité. Entre-temps, le Parlement et le gouvernement allemand ont noyé le poisson en disant qu'ils pensaient que
dans ce qui s'était fait, la question de la proportionnalité de l'aide avait été respectée, cependant qu'il fallait être vigilant à l'avenir, ce qui est une façon d'en rien dire. Mais surtout, l'Allemagne avait accepté le fameux plan de relance. Alors, si vous voulez, quand vous regardez cette chronologie-là, il est très visible que l'Allemagne a accepté ce plan de relance d'environ 750 milliards, en tout cas sur le papier, parce que c'était pour Angela Merkel une façon de se garantir au cas où le tribunal constitutionnel européen réagissait mal à la réponse de la BCE et donc la Bundesbank était amenée à se retirer de la politique de quantitative easing. Donc on pourrait dire que, bon, peut-être la Bundesbank m'était appuyée sur la pédale de frein, mais en revanche, le gouvernement allemand, lui, avait été prêt à agir dans le sens des intérêts européens. En fait, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Ce que l'Allemagne redoute, après avoir un peu snobé le marché européen en disant qu'elle en avait moins besoin qu'avant, c'est que le marché chinois se ferme ou ralentisse d'une manière ou d'une autre, c'est que le marché américain se ferme d'une manière ou d'une autre, et il s'agit de garantir la relance des marchés européens. À partir de là, vous avez un autre intérêt qui a été celui de la France, qui s'est dit que c'était un moyen de faire garantir la dette française et l'endettement français considérable, y compris lié au plan de relance français, grâce à une garantie européenne. Donc à partir de là, vous avez un jeu de rôle, l'Allemagne tâchant d'arbitrer entre les pays qui ont besoin de ce soutien et les fameux frugaux. Mais je dirais que, pour conclure sur ce point, dans toute cette crise du Covid, ce qu'on voit revenir au sein de l'Union européenne, c'est le jeu des États membres, et avec des politiques de force et de faiblesse qui ressortent très clairement. Merci beaucoup, Édouard. Tous ceux qui sont autour de cette table ont un papier devant eux, une feuille retournée. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dessus. Sur cette feuille figure le pourcentage de non-conformité de tout ce que vous avez proposé depuis le début du Gouv, et notamment vos feuilles de route, qui sont publiées sur le site internet du Gouv. Et c'est un moyen très parlant pour démontrer à quel point les lois et règlements européens encadrent désormais tout ce qui ressemble de près ou de loin à une politique dans ce pays. Et je vais laisser Édouard faire un petit tour de table, et ça concerne aussi ceux qui sont présents en visio. C'est à toi. Alors, je ne suis pas là pour attribuer des notes, simplement pour constater, ou alors parce que si j'attribuais des notes, c'est que je serais du côté de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas. Je dois constater effectivement le travail que nous avons fait, c'est de voir la compatibilité des politiques proposées par vos ministères avec les traités de l'Union européenne. Alors, sans transition, Conrad, quand on regarde le ministère de l'agroécologie, on a tendance à trouver un pourcentage de compatibilité de seulement 50% ou un pourcentage d'incompatibilité de 50%. Je donne simplement quelques exemples. Les traités de libre-échange, tu y as fait allusion toi-même. Tu veux aussi qu'on arrête de légiférer sur la production et la vente des semences paysannes, mais enfin, pas plus tard que cet été, une tentative d'autorisation des semences paysannes pour les jardiniers amateurs a été retoquée par la Commission. Et enfin, tu préconises l'arrêt de la monoculture, et l'article 39 du TFUE stipule, je cite, que l'emploi optimum des facteurs de production et l'accroissement de la productivité sont les objectifs de la PAC. Donc la monoculture en a été jusqu'à maintenant un des éléments. Alors, si on regarde, et je sais qu'on a peu de temps, donc je vais procéder simplement. Vous avez vos pourcentages, mais je pense que c'est intéressant de regarder et de regarder comment, finalement, où se situent les incompatibilités les plus fortes. On va... peut-être que Régis de Castelnau sera déçu, mais on n'a rien trouvé dans sa feuille de route qui soit absolument incompatible avec le... Oui, peut-être que c'est louche. En tout cas, on lui a attribué 0%. Si je me tourne vers René Chiche, bon, on pourrait discuter parce que le protocole de Lisbonne, par exemple, est orthogonal par rapport à ce qu'il dit sur le fait que l'éducation ne doit pas d'abord offrir des compétences. Enfin, c'est aussi la doctrine française, donc en soi, c'est pas très grave, puis ça n'empêcherait pas d'avancer. En revanche, les hausses de moyens
que tu demandes sont incompatibles avec les grandes orientations de la politique économique européenne, particulièrement 2019 et 2020, qui considèrent que tout ce qui relève de la fonction publique, on parle bien de l'éducation nationale, là, tout ce qui relève de la fonction publique, il est chaudement recommandé d'y réduire les dépenses et d'y trouver des gains d'efficacité. Voilà, que ce soit la santé ou l'éducation, c'est considéré comme des sous-secteurs de la fonction publique à tailler en priorité. Alors, j'essaye d'y aller effectivement par pourcentage croissant d'incompatibilité. Pour l'outre-mer, Davy Mugerin, on a trouvé un chiffre de 40%, puisque, par exemple, la stratégie de substitution progressive des importations dans les territoires d'outre-mer, mais en fait, toute restriction des importations est interdite, autant que pour la métropole, par plusieurs articles du TFUE. Et puis, dénoncer les traités avec le Canada, le Japon, le Mercosur, qui ont été signés par l'UE, ils engagent la France. Ensuite, on a plusieurs, on en a trois. J'ai déjà nommé Conrad à 50%. La transition démocratique, Raoul Magny-Berton, qui compte modifier beaucoup d'éléments de la Constitution française, et c'est vrai qu'on peut la réformer comme on veut, mais au quotidien, il va y avoir évidemment un conflit sur la question des transcriptions des lois, des directives européennes en droit national. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir creuser. De même, sur la santé, il y a un pourcentage de 50% d'incompatibilité selon nous, puisque oui, on peut organiser ce secteur à notre guise, mais les politiques européennes font que l'argent sera fatalement dirigé ailleurs, la santé restant pour Bruxelles, là aussi, comme l'éducation, un sous-secteur de la fonction publique, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir lors d'un de ces conseils, les sécurités sociales nationales sont dans le viseur de la Commission. Alors ensuite, nous dirigeons vers des pourcentages plus élevés, donc on va monter sur les marches d'un podium. Non, j'oubliais, on a estimé, alors entre les affaires étrangères et la défense, Morad El Hattab à 50% et Régis Chamagne à 70%. Alors peut-être pourrez-vous vous mettre d'accord pour une moyenne à 60%, je ne sais pas. Mais enfin, la subordination à l'OTAN que Régis souhaite par ailleurs quitter par l'article 42 du traité de l'Union européenne conditionne beaucoup de choses en matière militaire. Donc là, on a un certain nombre d'éléments sur lesquels il est difficile de biaiser. La question pour la diplomatie, c'est qu'est-ce qu'on fait face au service européen d'action extérieure ? C'est des sujets sur lesquels on aura à revenir. En plus, Morad, la clause de réserve de l'intérêt national pourrait relever d'une véritable hérésie au sein de l'Union européenne. Donc, il faudra en reparler. Alors, je crois qu'effectivement, il y a un groupe de têtes qui se dégage, effectivement, avec, je pense, une médaille de bronze, deux ministères qui sont sur la troisième marche du podium. Claude Rochet, le plan, et Jacques Nikonov, le travail et l'emploi, à 90%. Alors Claude, tu entends pratiquer une politique industrielle digne de ce nom, nécessitant, nous citons, la protection des secteurs en développement, et elle implique aussi une politique monétaire souveraine. Donc, il y a juste des petits sujets, l'euro, toute une série d'articles des traités, l'article 63 sur la liberté des mouvements de capitaux, les articles 107 et 108 sur la concurrence, et nous en passons. Jacques, je pense que 90%, c'est bien mesuré. Effectivement, le droit opposable à l'emploi, on venait d'en parler, mais tu l'as dit toi-même, c'est absolument incompatible avec ce que l'Union européenne autorise, ne serait-ce que parce que le taux de croissance des dépenses publiques primaires ne doit pas dépasser 1,4% selon les grandes orientations de politique économique de 2019. Alors, quant à empêcher les délocalisations, nationaliser les grandes féodalités industrielles, enfin bon, là aussi, je pense que l'on rentre dans le domaine de l'hérésie. Alors, sur la deuxième marche du podium, Philippe Murer. Alors, entre 90 et 100%, arrêtons-nous à 95%.
Même constat que pour Jacques, puisque tout ou presque de ce que tu préconises est interdit. Même pendant le Covid, l'Union européenne a rappelé que la France devrait revenir à l'austérité budgétaire dès que possible. Je pense que là aussi, on pourrait faire un procès quasiment en sorcellerie, distorsion de concurrence, investissement non autorisé, opposition aux accords financiers contenus dans les traités de libre-échange ainsi qu'à l'Union bancaire, vouloir augmenter les salaires comme Jacques, défendre le Made in France, notamment dans la commande publique, renationaliser d'anciennes entreprises publiques, s'attaquer à l'évasion fiscale, instaurer une taxe sur les transactions financières, des droits de douane. Bon, je m'arrête là parce qu'il y en a qu'on a brûlé pour moins que ça. Et enfin, je pense que la médaille d'or est décernée à Étienne Chouard et à son ministère de la Monnaie, puisque effectivement, là, on ne peut que lui attribuer 100%, sa politique monétaire étant absolument incompatible avec ce qui relève du domaine exclusif de la Banque centrale européenne de Francfort. Donc là, la question étant de savoir effectivement si on pourrait même avoir plus que 100% d'incompatibilité. Enfin ça sera peut-être lors d'un Conseil des ministres ultérieur.